Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux d'être là. Effectivement, dans la continuité de toute la thématique de cette session, effectivement mon travail s'inscrit sur un travail sur l'analyse technique des joueurs de jeux vidéo compétitifs et notamment plus particulièrement des joueurs de jeux de combat. Euh, Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu une première présentation qui essayait de faire une analogie avec les techniques musicales. On a commencé à aborder un petit peu la motricité à travers le jeu, ce qu'on pourrait appeler le jeu sportif dans le champ de la sociologie du sport. Et moi, je vais essayer d'avoir une analyse qui va être effectivement plus portée sur mon champ de recherche, qui est la sociologie du sport. Et donc avec beaucoup de similitudes avec le sport, et essayer de voir quels sont les liens et surtout les différences qu'il peut y avoir entre les deux. Euh, Premièrement, essayer de définir l'e-sport. Je pense que je l'apprends à personne. L'e-sport, c'est la contraction de sport électronique. Le terme, il est apparu pour la première fois en 1999. C'est la première fois qu'on a une trace de ce terme-là dans un journal britannique. Et la recherche scientifique sur l'e-sport a démarré en France en 2003, donc ça fait déjà 15 ans qu'il y a de la recherche sur l'e-sport, dans le champ des sciences du sport en plus, ce qui est dans le champ des STAPS. Bien évidemment, c'était très balbutiant à l'époque. Et puis c'est surtout au tournant des années 2010, au moment où l'e-sport principalement a commencé à se populariser, à se massifier en raison de l'apparition des plateformes de diffusion et de rediffusion telles que Twitch en Occident, bien évidemment, YouTube et bien d'autres, que la recherche sur l'e-sport a commencé en tout cas être plus importante. Donc quand il s'agit de définir l'e-sport, je me suis amusé à un petit jeu, c'est essayer de compiler toutes les définitions qui existent sur l'e-sport. C'est tout petit, c'est fait exprès, c'est pas pour vous inviter à le lire, mais c'est juste pour vous montrer à quel point c'est déjà dans un premier temps foisonnant. Euh, Moi qui viens du champ du sport, ça me fait énormément penser à ce qu'on vit dans notre champ disciplinaire, à savoir qu'il y a énormément de définitions du sport et qu'on se retrouve avec une multitude de définitions de l'e-sport, dont la première date de 2006 finalement. Et on a à la fois des définitions donc scientifiques, moi j'en ai recensé plus d'une quarantaine, et puis des définitions institutionnelles qui sont soit faites par des organisations nationales, soit de la part comment dire, d'autorités publiques à travers le monde. Et je me suis amusé tout simplement à compiler toutes ces définitions et puis à en tirer une sorte de nuage de mots pour voir un petit peu quels étaient les critères qui étaient les plus pertinents, ceux qui revenaient en tout cas bien évidemment de manière les plus récurrentes. Donc plus le mot est écrit en gros, plus le critère apparaît un nombre de fois important parmi toutes les définitions. Et donc, je me suis aussi essayé à ma propre définition de l'e-sport en fonction de critères. Très souvent, on définit l'e-sport par rapport aux jeux qui sont pratiqués de manière e-sportive. On a notamment des industriels, des professionnels de cette industrie qui définissent l'e-sport par rapport aux jeux en fonction de niveau de jeu, de ce qu'on appelle les tiers 1, tiers 2 et tiers 3, qui sont liés généralement à des critères tels que le nombre d'utilisateurs mensuels, la hauteur des cash price mensuels, annuels sur toutes les compétitions, et soit sur les audiences, soit sur l'impact sur les réseaux sociaux. Ce qui, à mon sens, est une possibilité, mais il en existe certainement d'autres. Donc, moi, c'est une proposition que je fais. J'ai essayé de compiler tous les critères qui sont proposés et d'essayer d'en identifier certains qui étaient, on va dire, essentiels, intrinsèques à la pratique, et puis d'autres qui étaient plutôt non essentiels, inessentiels, et donc plutôt secondaires. Et donc, parmi ces critères que j'appelle principaux, on a un jeu vidéo qui propose un affrontement entre au moins deux joueurs ou deux équipes de joueurs dans un premier temps. Bien évidemment, c'est un affrontement qui se passe sur un jeu vidéo pendant des compétitions qui sont organisées sous forme de tournois, sous forme de ligues, de championnats, et ces compétitions sont réglementées au-delà d'être simplement réglementées par le programme qu'a créé le développeur, c'est-à-dire que à partir du moment où on affronte quelqu'un d'autre, on se retrouve face à des phénomènes de triche, et donc les organisateurs d'événements ont eu la nécessité de mettre en place des méta-règlements pour essayer finalement de limiter au maximum ces phénomènes de triche. Puis après, on a plein de critères secondaires qui sont en tout cas selon moi pas essentiels pour définir ce qu'est l'e-sport, que ce soit une pratique qui soit en ligne, donc sur internet ou en réseau local. Ça peut se passer sur un seul écran, les deux joueurs s'affrontent sur un seul et même écran ou sur plusieurs écrans, chacun son propre écran, tout type de support, même si effectivement
l'e-sport historiquement a plutôt émergé sur le support PC. Aujourd'hui, on a notamment une grosse de plus en plus de jeux qui arrivent qui sont des jeux compétitifs sur mobile notamment. C'est une pratique qui s'est construite on va dire, assez distinctement du sport, qui s'est construit le sport s'est construit du local vers l'international. L'e-sport s'est d'abord construit, en tout cas structuré de l'international, et en ce moment, l'e-sport cherche à se structurer au niveau, on va dire, national puis local. Et donc, on a plutôt structuré dans un premier temps le milieu professionnel, mais c'est aussi une pratique amateur qu'on a tendance à oublier, et peut-être même une pratique de loisir. C'est en tout cas des réflexions qui me passent par la tête assez régulièrement. Les compétitions peuvent être organisées par soit les communautés de joueurs, sur plutôt ces pratiques amateurs, ou alors par des sociétés privées, que ce soit les éditeurs de jeux en leur nom, comme Riot Games le fait avec League of Legends ou Blizzard avec Overwatch, ou alors ces éditeurs délèguent à des tierces parties, des organisateurs d'événements spécialisés dans l'événementiel sportif, l'organisation des circuits compétitifs, que ce soit l'ESL, la DreamHack, la MLG ou encore d'autres. Il peut y avoir du public ou pas, il peut y avoir une diffusion sur Internet ou pas, il peut y avoir des dotations financières ou pas, ou ça peut être des lots ou de l'équipement qui peut être à remporter, et il peut y avoir des sponsors. Bref, c'est une proposition que je fais, ce qui nous donne finalement cette définition. L'e-sport, selon moi en tout cas, est un affrontement réglementé de joueurs lors de compétitions de jeux vidéo. Et ce type d'affrontement, comme je vous le disais, ça peut être soit des duels d'individus, comme vous pouvez le voir au-dessus, avec c'est une image qui est tirée d'un événement compétitif qui s'appelle le Red Bull Comité, qui est un tournoi qui a lieu chaque année à Paris sur la licence Street Fighter, en ce moment la 5e itération du jeu, qui mime énormément le spectacle sportif avec cette mise en scène dans une cage sous la forme du MMA ou de l'UFC, qui se passe à la salle Wagram, qui est une salle historique de combat, voilà. Ou alors vous avez des duels d'équipe cette fois-ci, donc là je pense que tout le monde reconnaît certainement la mise en scène de League of Legends, avec là c'est le segment d'il y a 2 ans sur la scène nord-américaine, avec 2 équipes, TSM et CLG. Et puis on a avec l'apparition des Battle Royale, on n'est plus forcément sur des duels d'individus ou d'équipes, on est même maintenant sur du chacun pour soi, que ce soit du chacun pour soi en tant que joueur seul ou en tant qu'équipe, et chacun s'affronte. Et derrière cette pratique de l'e-sport, ce que j'aime toujours à rappeler, c'est que c'est pas un terme qui est uniforme, enfin, en tout cas c'est pas une pratique uniforme, c'est une pratique qui est très plurielle, que moi j'aime bien appeler protéiforme de manière générale, et qui au même titre que le sport se disperse et on va dire se divise en plein de disciplines sportives telles que l'athlétisme, les sports de combat, les sports collectifs de petit terrain, de grand terrain et ainsi de suite. Dans l'e-sport de manière générale, on a énormément de disciplines qui sont pratiquées, que ce soit des jeux de combat, des jeux de tir, des MOBA, donc les jeux en arène de combat, des jeux de stratégie en temps réel, des jeux de rôle, des jeux de cartes, des jeux de réflexion, des jeux de simulation sportive, des jeux de simulation de course. Bref, on a énormément de différentes pratiques, et tout comme dans le sport, les différentes disciplines sportives se subdivisent elles-mêmes en épreuves. Si je prends le cas de l'athlétisme, on a les courses, les lancers et les sauts, et même dans les courses, on a tout ce qui va être le fond, le demi-fond et le sprint, et même dans le fond on a le marathon, le 10 000 et ainsi de suite. Eh bien on a effectivement énormément de jeux qui sont pratiqués de manière compétitive, qui permettent l'affrontement vidéoludique en simultané. Alors en simultané, c'est ce que moi j'appelle en tout cas le collectif super play, donc c'est vraiment l'e-sport en simultané, et puis vous avez une pratique de solo super player avec forcément le speedrun, le scoreur, enfin le scoring et le Washoi par exemple, qui sont des pratiques aussi de performance, et où là forcément presque tous les jeux sont plus ou moins théoriquement speedrunnables, ou en tout cas certains jeux sont scorables. Tous ces jeux-là que vous pouvez voir sont des jeux qui permettent l'affrontement et sur lesquels il existe des compétitions, qu'elles soient organisées par l'éditeur, par une tierce partie, par les communautés de joueurs. Il y a des compétitions sur tous ces jeux. Et moi, je vais plutôt m'intéresser à tout ce qui est en bleu turquoise, c'est-à-dire les jeux de combat, dont les plus connus sont certainement Street Fighter, Dragon Ball Fighters, Tekken ou Smash Bros en ce moment. Et moi, je me suis intéressé à un jeu qui est surtout connu pour ses controverses liées à la violence visuelle de son contenu, à savoir Mortal Kombat, qui est un jeu classé PEGI 18 en Europe, rated M aux États-Unis, et je pourrais vous expliquer pourquoi à la fin si ça vous intéresse, mais voilà, je me suis intéressé particulièrement à ce jeu-là. Le contexte, comment j'en suis venu à m'intéresser à tout ça, c'est l'idée d'absence du corps dans la pratique du jeu vidéo et dans l'e-sport de manière générale, qui est
très lié à cette comparaison récurrente qui date de 1999, les premières comparaisons entre le sport et l'e-sport, ce débat qui perdure, qui est un éternel débat, j'ai envie de dire. Ça a démarré dès 99 et c'est l'idée selon laquelle l'e-sport, comparativement au sport, est une activité qui est sédentaire, dans laquelle finalement le joueur ne fait pas d'exercice physique, ne fait pas d'effort physique, contrairement au sport qui est une activité d'extérieur dans lequel, qui va promouvoir en tout cas la pratique physique. Et donc par un glissement sémantique, finalement les qualités, les caractéristiques attribuées à la pratique se retrouvent attribuées aux pratiquants. Et donc on a un e-sportif qui serait donc inactif et qui serait subordonné, voire aliéné par la machine. C'est dans un imaginaire populaire, bien évidemment. Et qui va se retrouver, qui a été relayé au moment de la révolution industrielle, technologique, par la science-fiction, avec cette idée soit d'une dichotomie entre un homme qui serait le corps-prothèse ultime, l'exemple qui me vient en tête c'est Robocop, c'est-à-dire juste un cerveau dans un corps-machine, et de l'autre côté plutôt le pur esprit qui se balade dans le réseau. Ça me fait plutôt penser à Ghost in the Shell avec Kusanagi qui peut se balader dans le réseau. La réalité en fait c'est que dans la littérature scientifique aujourd'hui on a quand même depuis quelques années quand même pas mal de travaux sur l'e-sport qui ont montré de quelle manière la physicalité était au centre de l'e-sport. En tout cas, elle était présente et qu'elle pouvait même être le support de la pratique, que ce soit dans le champ des media studies, des game studies, des computer sciences, des sport sciences et ainsi de suite. Je pense notamment aux travaux de T.L. Taylor du MIT dans son ouvrage Raising the Stakes qui invoque un concept que je trouve assez pertinent qui est celui de Body Technology Assemblage, ou à sa suite les travaux d'Emma Witkowski qui proposait l'idée d'engagement haptique qui fait référence à la coordination visio-haptique, donc c'est-à-dire la coordination œil-main qui est nécessaire dans la vie de tous les jours mais aussi dans la pratique du jeu vidéo en compétition et de performance. On a des auteurs comme Reeves ou Vanille Vordeux et Pott qui s'appuient sur la phénoménologie de manière générale pour justement faire ressortir la place de la physicalité de l'e-sport, ou d'autres auteurs en sport sciences comme Jenny et ses collègues qui ont avancé l'idée de fine motor skills en opposition à gross motor skills qui seraient les habiletés des chaînes musculaires longues que l'on va avoir dans les sports à forte dépense énergétique et ainsi de suite. Et puis moi j'ai développé un concept qui s'appelle la vidéomotricité sur lequel je ne vais pas m'étendre là, mais si jamais ça vous intéresse on peut y revenir après. La problématique, elle est assez simple. Alors, j'aurais peut-être dû mettre un S vu qu'il y a deux questions, mais c'était quels sont les mécanismes de mise en jeu du corps finalement dans la pratique e-sportive et de quelle manière la culture matérielle et plus particulièrement les périphériques de contrôle en l'occurrence participent-ils de cette mise en jeu corporelle. Pour ça, une méthodologie principalement qualitative avec beaucoup d'observations directes et filmées. Je ne sais pas si c'est très lisible, je ne me rends pas trop compte, mais en gros, pendant une année, j'ai suivi une communauté donc, de joueurs compétitifs de Mortal Kombat. C'est une communauté qui est très restreinte en France, c'est moins de 30 joueurs qui sont sur un circuit compétitif, qui ont tendance à passer d'un jeu du même développeur à un autre, c'est-à-dire le développeur c'est NRS, NetherRealm Studio, c'est édité par Warner, c'est des licences Mortal Kombat, en tout cas les développeurs ont tendance à alterner une licence Mortal Kombat et en ce moment avec une licence Injustice Gods Among Us, et donc les joueurs passent généralement d'un titre à l'autre en fonction des sorties. Et donc c'est une toute petite communauté compétitive. C'était assez intéressant parce que une communauté restreinte, assez facilement appréhendable et facile à circonscrire et voilà, c'était une communauté assez intéressante pour le coup, plutôt que League of Legends où c'est très difficile de vraiment circonscrire cette communauté. Donc beaucoup d'observations directes et filmées pendant toute une année de circuit compétitif, donc de l'année 2015, avec à la fois des observations pendant les temps d'entraînement et pendant les phases compétitives jusqu'au finales internationales européennes. Et puis couplé avec des entretiens semi-directifs avec 4 joueurs qui, à ce moment-là en tout cas, même pour la plupart encore, font partie des meilleurs joueurs français sur ces licences-là. Dont le palmarès peut le prouver, et surtout qui ont comme point commun d'avoir démarré le jeu vidéo extrêmement tôt, avant l'âge de 6 ans pour tous, et à avoir commencé les compétitions aussi extrêmement tôt. Pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, le dispositif de l'observation filmée, moi j'utilisais des caméras GoPro que je posais un petit peu partout. Là ça vous montre un petit peu comment ça se passe. Les joueurs sont soit assis l'un à côté de l'autre et s'affrontent sur le même écran, soit les joueurs sont assis l'un en face de l'autre avec chacun leur propre écran.
C'est vrai que comme ça, de prime abord, on peut se dire effectivement, les joueurs sont assez passifs devant l'écran. Alors, en fait, quand on commence, c'est tout l'intérêt de l'observation filmée, c'est que tout ce qui n'est pas perceptible sur le moment, en fait, après revisionnage, tout d'un coup, font apparaître des moments qu'on aurait pu louper. Et donc, on va voir apparaître des tensions, des bustes penchés sur certaines périodes de jeu, et puis des relâchements, comme on peut le voir là en haut à droite, oui pardon c'est bien la droite, sur des temps où en fait ce qui est assez intéressant c'est que le corps est mis en jeu dans des temps très précis et puis au moment où il y a des temps de relâchement, que ça soit parce qu'il y a une animation virtuelle qui est en train de se passer, donc je vous apprends rien en vous parlant des fatalities et ainsi de suite qui peuvent être déclenchés dans ce type de jeu, ou sur la fin d'un round, et là tout d'un coup on se rend compte que les joueurs reprennent conscience de leur corps, qu'ils se relâchent et que c'est le moment où finalement le corps se rappelle à eux. J'en viens rapidement au résultat. L'idée, c'est déjà de montrer à quel point la culture matérielle, elle est extrêmement présente dans la pratique de manière générale du jeu vidéo, encore plus dans la pratique e-sportive, parce que c'est une culture matérielle qui est, comme ça moi que je la nomme, hyper technologisée, quoi. C'est-à-dire, on l'a évoqué plusieurs fois, tu l'as évoqué même juste avant, c'est une culture matérielle sur laquelle les attentions ergonomiques vont être extrêmement importantes, la question de la performance va être extrêmement importante. Donc que ce soit des écrans, bien évidemment les périphériques de contrôle. Là, sur le cas des jeux de combat, c'est pas toujours le cas, mais de plus en plus dans l'e-sport, de manière générale, on a des chaises qui sont pensées pour avoir une posture qui soit la moins contraignante possible, pour libérer au maximum tous les degrés de liberté au niveau de la ceinture scapulaire, des cervicales, des dorsaux-lombaires, et puis les casques. Et on a encore, je parle pas des tables et ainsi de suite, mais il y a un vrai environnement matériel qui finalement participe à construire l'expérience de e-sportive de ces joueurs et surtout à l'appuyer et à la soutenir. Donc moi je me suis particulièrement intéressé aux périphériques de contrôle, et donc ce qui est assez intéressant avec le cas des jeux vidéo de combat, c'est qu'il y a énormément de périphériques de contrôle utilisables, c'est d'une énorme richesse. Je vous en présente que 4 parce que c'est ceux que j'ai eu l'occasion d'observer le plus régulièrement, mais on voit apparaître énormément de contrôleurs différents. Il y a des joueurs qui jouent encore au clavier, et est évoqué des détournements, il y a des joueurs qui jouent maintenant même au clavier, au keyboard de piano. Voilà, il y a plein de possibilités, c'est assez incroyable. On a différents types de formats, donc voilà, la manette de base qui est fournie initialement avec la plateforme, donc le Mortal Kombat, je l'ai peut-être pas précisé, se joue à la fois sur Xbox et sur PS4, mais enfin en tout cas les circuits compétitifs se jouaient sur cela, et moi je suivais surtout le circuit compétitif sur PS4, c'est pour ça que je cible plutôt la manette PS4. Donc petite, symétrique, avec une croix directionnelle et un stick, 4 boutons en façade, 2 rangées de gâchettes à l'arrière. Puis à côté de ça, on a donc ça c'est sur Mortal Kombat, contrairement à d'autres jeux de combat, c'est le périphérique de contrôle qui est le plus utilisé. Sur Street Fighter, on pourrait penser que ce serait peut-être plus le stick arcade en l'occurrence, mais en tout cas sur Mortal Kombat, c'était la manette qui était la plus utilisée. Le stick arcade après qui revenait assez régulièrement, donc qui est plutôt imposant, qui est directement issu des cabinets d'arcade des années 80 et 70, rectangulaire avec un stick qui peut être soit japonais ou coréen, donc c'est-à-dire soit une boule, soit une poire, 2 rangées de boutons qui sont généralement de 4 boutons qui sont légèrement inclinés. Je reviendrai un petit peu après sur la fin, je ne vais pas spoiler la fin, mais tout est plus ou moins personnalisable, donc c'est assez intéressant. Pas de bouton en façade. Le Fighting Pad qui est peu connu, en fait je me suis rendu compte de ça, et qui est peu usité en tout cas sur la scène Mortal Kombat, qui est si je devais le décrire, c'est un mélange entre la manette et le stick arcade, mais en petit, c'est-à-dire c'est un modèle qui est asymétrique, où on utilise la main gauche comme sur une manette, et par contre la main droite est utilisée comme un stick arcade, c'est-à-dire qu'on est sur 2 rangées de 3 boutons et on vient tapoter, pianoter, qui sont des techniques très spécifiques liées aux jeux de combat qu'on peut utiliser sur les Fighting Pads, avec quand même aussi des gâchettes. Et puis un dernier outil que je voulais vous présenter qui s'appelle la Hitbox, qui cette fois-ci est l'équivalent d'un stick arcade sans stick, puisque le stick a été remplacé par 4 boutons qui donnent les 4 directions. Les joueurs sont pas tous d'accord, en tout cas ceux que j'ai interrogés, sur une hiérarchisation en termes de réalité effective sur les techniques, et surtout ce que je vais vous montrer après, l'exécution. Mais certains estiment que certains de ces périphériques sont meilleurs, sont plus utiles, sont plus efficaces dans la performance, et d'autres n'y voient pas trop de différence.
qu'est-ce que ça donne quand on regarde effectivement, donc j'ai recentré la caméra sur les mains des joueurs. Donc là, on voit finalement qu'il y a vraiment une activité, qu'il se passe quelque chose, que les joueurs sont pas du tout inactifs, au moins au niveau de leurs membres supérieurs. Et puis, si on se focalise un petit peu bien, en fait, à force de regarder, on observe que dans un premier temps, les joueurs sont pas en train de pianoter sur leurs touches constamment. Il y a des moments où ils pianotent, d'autres moments où ils pianotent pas sur leurs touches, où ils font pas d'input. Et puis, si on regarde aussi un petit peu bien, on se rend compte que il va y avoir des séquences, des patterns qui vont se reproduire, qui vont être qui va être possible de faire émerger comme étant des patterns qui se reproduisent régulièrement et qui sont répétés pendant la partie. Voilà pour ce qui est de l'observation filmée et ainsi de suite. À partir de là, je vais surtout vous présenter des verbatims qui vont venir un petit peu soutenir mes propositions. C'est ce qui est primordial dans un premier temps pour les joueurs et ce qui ressort à la fois de ce que vous venez de voir et de leur discours, c'est la notion d'exécution. Cette notion d'exécution, on pourrait la définir comme la capacité à réaliser de manière optimale toutes les combinaisons de touches, donc les inputs qui vont contrôler le combattant virtuel, en l'occurrence là, donc l'avatar, sa projection corporelle dans l'univers virtuel. Cette exécution, on la nomme comme ça dans les jeux de combat, mais elle peut prendre d'autres noms dans le langage indigène sur d'autres types de jeux. Sur les jeux de tir ou les FPS, on peut l'appeler le skill. Dans les jeux de stratégie en temps réel, on l'appelle souvent la microgestion. Maintenant, dans les MOBA, on parle souvent de mécanique de jeu. On voit qu'il y a tout en tout cas, elle est nommée, cette expertise technique sur les différents périphériques de contrôle, à tel point que même aujourd'hui, on a certains... Tout comme dans le sport, on a des créateurs de techniques corporelles qui ont donné leur nom à ces techniques. Je pense par exemple à la Panenka au football, au Fosbury pour le saut en hauteur. On a des joueurs de jeux vidéo qui ont donné leur nom à une expertise technique sur leurs différents claviers et souris. Pour ceux qui suivent un petit peu la scène League of Legends, une INSEC qui a pris le nom du joueur qui a réalisé pour la première fois cette capacité à aller poser une ward derrière l'adversaire pour venir ramener l'adversaire dans son propre camp pour qu'il se fasse exterminer, détruire par ses coéquipiers. Et on a même un langage indigène qui va mettre en exergue le geste technique qui est raté. C'est-à-dire qu'on va parler de misclick, bien évidemment, mais en plus dans le jeu de combat, on va même parler de drop, quand on n'arrive pas à linker les combos et qu'on drop finalement sa combinaison et sa technique et ses patterns moteurs sur les périphériques de contrôle, ou de whiff lorsque c'est fait pas à distance du personnage adverse et que le combo est fait dans le vide, entre guillemets. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, un des joueurs pour expliquer un petit peu cette exécution et vous montrer à quel point elle est liée à la question de la répétition. Donc ce joueur qui nous dit, à l'époque où j'étais un peu plus rigoureux, je faisais beaucoup d'heures de training mode. Donc dans les jeux de combat, c'est ne pas faire, en fait on peut paramétrer l'IA adverse pour s'entraîner, on va dire, et pour travailler son exécution. Donc c'est quelque chose qui se travaille, qui s'apprend par répétition, comme il le dit, à répéter des combos, ce qui est un peu rébarbatif. Donc il y a une notion aussi de travail, bien évidemment. C'est plus amusant de jouer contre quelqu'un que de simplement répéter des gammes. Donc là, on revient sur la question du jeu musical. Mais je me forçais à réussir 10 fois d'affilée. Donc là, on est sur un joueur qui est vraiment extrêmement compétitif et qui cherche à performer. Répéter 10 fois d'affilée le combo que je voulais répéter et à le répéter de 10 ouvertures possibles. Et si je n'arrivais pas à le faire les 10 d'affilée, eh bien, je recommençais et ainsi de suite pour forcer mon exécution. Donc cette question de la répétition, elle va beaucoup revenir avec cet autre joueur qui nous dit je répète sans cesse, je répète jusqu'à ce que ça devienne automatique. J'ai encore des soucis d'exécution. Donc il y a vraiment encore une fois cette notion d'apprentissage et j'essaie de voir ce que je rate en fait sur le coup et pourquoi je rate. De la même manière que dans le sport, finalement, on apprend les techniques corporelles par répétition. Un judoka qui va répéter un osotogari constamment jusqu'à ce qu'il finisse par incorporer cette technique-là. Et ben, dans cette pratique compétitive de performance du jeu vidéo, on a des joueurs qui, sur leur périphérique de contrôle, vont avoir ces mêmes attitudes. Et puis on a à nouveau ce joueur qui nous dit il y a une notion de technicité, je trouvais ça assez intéressant, et des timings de plus en plus compliqués ou des combos de plus en plus optimisés. C'est ça qui est intéressant, c'est le fait de devoir s'entraîner pour améliorer la motricité des doigts. Donc tout d'un coup là on a un joueur qui vient vraiment de nous parler dans cette exécution ce qui est important, c'est cette motricité au niveau des doigts, l'utilisation de nos sticks arcade et autres pads pour pouvoir faire de meilleurs combos et de meilleurs dégâts. En fait je développe une sorte de mémoire mécanique et c'est un terme qui est à mon avis extrêmement intéressant puisque il rappelle ce que nous dit le joueur juste
avant en parlant d'automatisation, cette mémoire mécanique, cette mémoire du corps, cette mémoire motrice finalement au niveau des mains et des bras. De sorte que je n'ai plus besoin de réfléchir au combo pour le sortir au bon moment. Et donc ça entraîne, oui, il faut que je presse à fond, carrément, je vais accélérer. Ce qui entraîne sur mon deuxième point, à savoir l'incorporation de ce qu'on appelle la dynamique des périphériques de contrôle. J'emprunte ça dans un premier temps à Jean-Pierre Varnier, qui travaille sur la culture matérielle, et puis ensuite à Mélanie Roustan, à sa suite, qui a bossé plus particulièrement sur le jeu vidéo. En gros, pour le dire très simplement, incorporer la dynamique d'un objet, c'est dans le sport ou dans n'importe quelle activité, même pas, sortons du sport un petit peu et prenons juste conduire une voiture, c'est-à-dire que lorsque vous conduisez la voiture, au bout d'un moment, vous arrivez à l'intégrer dans votre schéma corporel, c'est-à-dire vous connaissez exactement quand vous vous garez, exactement sa distance, ses proportions et ainsi de suite. Et finalement, c'est plus que le schéma corporel, c'est votre corps perceptif qui va s'étendre jusque dans la culture matérielle. C'est-à-dire que vous allez réussir à ressentir finalement quelle est la distance. C'est le fait de sentir la neige sous ses spatules de ski, de sentir une vague sous un kayak quand on conduit avec les fesses, enfin bref, ou la force de la balle dans une raquette de tennis. Mais qu'est-ce que c'est que incorporer la dynamique d'un jeu vidéo qui est une entité qui est un peu plus particulière. Donc l'idée, c'est d'automatiser ce geste optimal sur les périphériques de contrôle afin de déplacer son attention sur les animations virtuelles à l'écran pour se focaliser sur ce qu'on appelle le mind game, qui est la deuxième compétence extrêmement nécessaire dans les jeux de combat. Et donc c'est plus ou moins là ce que nous dit le joueur, c'est quand je suis en premier player, c'est-à-dire quand il est à gauche de l'écran, il faut bien saisir que les techniques sont pas les mêmes quand on est à gauche de l'écran ou à droite de l'écran, c'est le stick arcade, on ne bouge pas dans le même sens. Je ne sais pas encore comment tenir le stick, donc c'est vraiment compliqué pour lui. J'ai une habitude où je suis confortable, mais sur les quarts de cercle, j'ai vraiment du mal en fait. Et puis j'ai une autre façon de prendre le stick, donc encore plus. Il y a plein de façons de prendre le stick, à la japonaise, à la coréenne, en verre à vin et ainsi de suite, comme pour les raquettes de ping-pong, c'est assez intéressant. Et là, on a un autre joueur qui nous dit je joue toujours avec la même manette. Et là, tout d'un coup, on a cette idée de projection des sensations jusque dans la culture matérielle, parce qu'il nous dit c'est important parce qu'en fait, toutes les manettes n'ont pas la même sensibilité. C'est-à-dire que lui, il est bien habitué à sa propre sensibilité. Si tu joues avec une manette neuve, les touches vont être très rigides, et si tu joues avec une manette que tu as beaucoup utilisée, les touches vont être beaucoup moins rigides. Plus souple, ça peut changer pas mal de choses. Et c'est ce même joueur qui nous disait je ne prête jamais ma manette en fait. Et finalement, toute cette question de cette incorporation, en fait, en fait, on peut penser que c'est assez simple pour quiconque joue un peu aux jeux vidéo. On finit par oublier que c'est compliqué d'incorporer la manette, le périphérique de contrôle, parce que ça se fait relativement vite finalement d'incorporer un périphérique de contrôle. Mais ça peut revenir, notamment lorsque les joueurs sont amenés à changer de périphérique de contrôle complètement. C'est-à-dire les joueurs aiment beaucoup jouer au stick de manière générale parce qu'il y a tout le temps un stick arcade chez les joueurs de jeux de combat. Et si jamais vous allez au Japon, ce qui est le rêve de tous les joueurs de combat, c'est dans les salles d'arcade que ça se joue. Donc tout le monde veut jouer au stick. Enfin, j'exagère, je caricature, mais beaucoup de gens veulent jouer au stick. Et donc ce joueur qui nous dit, lorsque je suis passé de la manette au stick, ça n'a pas été évident. Donc là, tout d'un coup, il a dû reprendre conscience de son corps. Il m'a fallu à peu près 2 semaines et c'était très frustrant, mais c'était pourtant ce qu'il y avait de mieux à faire, et maintenant je me débrouille plutôt pas trop mal au stick. Je continue à avancer très vite, je suis désolé. De manière générale, comme on est sur une pratique de performance compétitive, ce qu'on remarque, c'est que les joueurs, et pas que les joueurs, mais en fait il y a une vraie culture du modding, donc de la personnalisation, de la customisation sur les périphériques de contrôle, que ce soit les sticks arcade, les hitbox ou les manettes, soit ce sont directement des entreprises qui proposent cette personnalisation, soit c'est les joueurs qui le font par eux-mêmes, et c'est dans un premier temps pour la performance, mais ça peut être aussi pour l'esthétique de manière générale ou pour le fun, comme vous pouvez le voir ici, mettre un stick arcade sur une boîte à chaussures, c'est plutôt pour le fun, on va pas se le cacher, et le stick arcade du haut avec Mario, c'est plutôt pour l'esthétique, tandis que celui du milieu, c'est plutôt quelqu'un qui s'est construit son propre stick arcade avec une inclinaison qui semble lui correspondre, qui semble être ergonomique pour lui, et ainsi de suite. De la même manière que vous avez la hitbox du milieu à droite, la bleue là, c'est une hitbox qui a été faite pour un gaucher, ou en tout cas quelqu'un qui a l'habitude de jouer clavier avec plutôt que d'avoir les touches de directionnel qui sont incurvées, de la même manière que sur un clavier. Tout ça pour vous dire, j'en arrive à ma conclusion et je finis très vite, que les périphériques de contrôle sont également des objets de subjectivation des joueurs, et ça va aller dans ce que tu racontais, Brice, juste avant, à savoir que la culture matérielle, elle propose des contraintes sur l'exécution des joueurs. Chaque type de périphérique de contrôle va imposer des contraintes aux joueurs, mais ces joueurs vont, eux, personnaliser, customiser cette propre culture matérielle, ce qui va permettre de créer leur propre identité e-sportive, ce qui va faire qu'ils vont être capables de se distinguer
distinguer des autres genres de jeux vidéo en étant des pratiquants e-sportifs sur tel jeu et ainsi de suite, puisque cette personnalisation peut aller jusqu'à avoir son stick arcade aux couleurs de Mortal Kombat et ainsi de suite. Et ce qui vient en fait rajouter, au-delà de la fonction utilitaire du périphérique de contrôle, une fonction qui est à la fois symbolique et sociale, d'être un e-sportif et d'être un joueur de jeux de combat, d'appartenir à cette communauté du versus fighting comme on dit en France, ou des fighting games communities comme on dit à peu près partout dans le monde. Je vous remercie beaucoup.